Donc, allez, c'est parti. On va démarrer cette conférence. Donc, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence donc, qui est organisée par l'École 3A Toulouse. Je suis ravie de compter autant de monde parmi nous ce soir. Donc, pour vous expliquer rapidement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est l'École 3A ? Donc, l'école 3A, alors excusez-nous, on a un problème de caméra. Donc, on va faire en sorte que ça fonctionne bien. Et si ça coupe un peu la caméra, c'est pas grave. Elle réapparaîtra juste après. Donc, ça devrait bien se passer. Allez. Donc, je disais, donc, pour vous présenter, donc, l'école 3A, c'est une école supérieure de commerce et développement qui forme de futurs coordinateurs et managers responsables. C'est-à-dire conscients des enjeux sociaux, environnementaux, économiques, et avec des domaines d'expertise qui sont les domaines d'expertise de l'école 3A dans l'économie sociale et solidaire, l'humanitaire, la responsabilité sociale des entreprises, le développement alternatif à l'international et la finance responsable. Donc, nous organisons des cycles de conférences qui ont lieu à peu près tous les 15 jours avec des experts de leur domaine pour vous parler de thématiques qui vont être en lien avec nos domaines d'expertise et qui vont permettre d'amener des questionnements sur les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Donc aujourd'hui, pour cette conférence, nous avons le plaisir d'accueillir et de recevoir Camille Etienne. Donc Camille qui est une activiste pour la justice sociale et climatique avec qui nous allons partager la prochaine heure. Nous allons parler des moyens d'action de la jeunesse aujourd'hui pour avoir un impact positif sur nos sociétés et sur l'environnement. Donc, ce que je vous demanderai, alors ce sera bien de couper vos caméras, de couper vos micros également. Par rapport aux questions, on a reçu beaucoup de questions, donc merci beaucoup. On ne pourra peut-être pas toutes les traiter. Dans tous les cas, il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat. Donc, vous posez vos questions dans le chat. Et à la fin aussi, vous pourrez prendre la parole si vous le souhaitez pour échanger directement avec Camille. Eh bien, écoutez, c'est parti. Donc, nous sommes ensemble pour la prochaine heure. Donc, Camille est avec nous. Merci beaucoup, Camille, d'être avec nous ce soir. Et donc, je vais te laisser la parole pour te présenter et nous expliquer ton parcours. Bonjour, merci Marie. J'espère que tout le monde m'entend bien, me voit bien, ça va, c'est bon. Génial. Je vais être rapide parce que autant qu'on garde un petit peu plus de temps pour le fond. Mais je suis une jeune activiste pour la justice sociale et climatique. J'ai 23 ans depuis pas longtemps, depuis quelques jours. Voilà, j'ai commencé mon parcours en ayant la chance de grandir dans un endroit hyper proche de la nature parce que j'étais aux portes du parc national de la Vanoise, avec des parents très écolos dans leur manière de vivre, c'est-à-dire qu'on était quand même, on incarnait ça, c'était pas très intellectualisé, mais c'était vraiment dans le concret, quoi, dans le quotidien. Et je faisais du sport, de haut niveau, tout ça. Et après, j'avais quand même un peu la révolte en moi face à l'injustice et l'envie un peu de changer ça. Et du coup, je me suis dit, où est-ce que on forme vraiment aussi des leaders, des leaders de demain, des élites politiques, ceux qui prennent en fait les décisions qui impactent la vie de plein d'autres gens. Et entre autres, il y avait Sciences Po Paris, donc je me suis dit, ok, on va faire ça. Et du coup, voilà, je me suis retrouvée là. Et le décalage était un peu grand entre les gens qui avaient, enfin, moi qui avais conscience de certains trucs sur la terre, l'agriculture, tout ça, et eux qui connaissaient tout un tas d'autres sujets sur la culture. Moi, j'y connaissais rien, mais je sentais un peu un décalage avec certains. Et je me suis dit, il y a quand même un vrai problème de formation des élites à ces sujets-là. Et donc, il faut qu'on ose, on ose un petit peu. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, c'est plus de caméra, mais ça va. Caméra qui saute, mais on t'entend bien. C'est bizarre parce que je suis avec ma Wi-Fi parisienne, il ne devrait pas y avoir de souci. Ça va aller. Et donc, finalement, ça s'est fait comme ça. Et je suis partie après un an juste en Finlande pour me former vraiment sur les sciences dures. Donc, c'est-à-dire dans une fac d'agroforesterie, d'agriculture durable, parce que j'avais besoin de comprendre vraiment ce qu'on appelle le vivant, enfin de comprendre en fait qu'est-ce que c'était concrètement la terre, l'environnement, pour être capable de mieux le défendre. Et en rentrant, c'est là où j'ai commencé, du coup il y a 2 ans,
à m'engager vraiment et, disons, à être plus visible médiatique. Et peut-être que je vous en parlerai après. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie maintenant, mais cette partie de après est un peu plus connue, peut-être par voilà. Ok. Et du coup, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, pour la jeunesse, hein, tu représentes quand même un modèle, en tout cas, de voir qu'il y a des actions qui peuvent être menées et qu'il peut y avoir un réel impact derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ta success story, hein, entre guillemets, a démarré et comment tu as réussi à développer ton engagement, à faire passer tes messages au travers de la popularité que tu as aujourd'hui, et comment est-ce que ça se passe aujourd'hui pour toi avec la dimension que ça a pris ton action. En fait, la dimension que ça a pris mon action, déjà, c'est pas un truc que j'ai choisi vraiment. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut jamais choisir de faire en sorte que les gens qui nous connaissent ou pas, ils peuvent provoquer ça. Mais moi, ça m'a un peu tombé dessus. Et en fait, pourquoi c'est assez violent aussi, la partie dont on parle moins, c'est parce que je suis connue pour mes idées. Enfin, je suis connue dans une moindre mesure, mais il y a des gens qui s'arrêtent dans la rue, ou il y a des gens qui, je ne sais pas, Wikipédia, quoi, pour mes idées, et pas pour ma personne. Enfin, je ne suis pas chanteuse ou actrice, ou on me connaît juste pour ce que je pense. Et du coup vu que c'est des croyances aussi, il y a des gens qui pensent différemment et du coup qui sont des fois assez violents avec, à l'inverse, ma personne. Donc ça, c'est un vrai truc qui n'est pas évident à gérer au quotidien, mais au-delà de ça, sinon ça me permet, et ça c'est cool quand même, d'avoir de la visibilité dans les actions que je peux avoir. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile maintenant où, par exemple, j'ai une idée de faire une action devant l'Assemblée nationale, j'embarque 7 potes avec moi et après on peut faire des stories, faire des appels sur les réseaux sociaux et il y a des milliers de gens qui nous suivent, et ça c'est juste une chance immense. Mais en fait, j'existe pas sans ce soutien de ces gens-là. En fait, je me sens pas moi connue, j'ai plutôt l'impression d'avoir une communauté de gens où ok, je suis visible, mais derrière moi, derrière c'est pas le bon mot, genre autour de moi, moins visible, il y a quand même, on est plein, on est vraiment des milliers et on fait ça ensemble. Et ça, c'est cool. Mes actions ne marcheraient pas s'il n'y avait pas tous ces gens-là. On ne m'inviterait pas autant sur des plateaux. Les décideurs qui sont parfois en dehors des caméras ne m'écouteraient pas autant s'ils ne savaient pas aussi que je n'étais pas la seule à penser ça, mais qu'en fait, le fait que je sois un peu suivie, qu'il y ait des gens qui me soutiennent, ça ne montre pas qu'ils me soutiennent moi parce qu'ils me trouvent sympathique, mais parce qu'ils pensent bien que leur vision du monde est assez proche et qu'ils sont aussi révoltés par les mêmes sujets. Donc voilà. Et après... oui, c'est plus ça qui est intéressant, je pense, à raconter. Et non, je vais m'arrêter là. Et si il y a d'autres questions, tu me diras, je pourrais développer. Et juste, est-ce que tu peux réexpliquer bien à tout le monde comment est-ce que ça a démarré, en fait, le démarrage vraiment de cette popularité auprès du public? Ça s'est fait un tout petit peu progressivement parce que, en fait, j'ai commencé d'abord avec On est prêt, qui est une association. En fait, je me suis retrouvée tirée au sort, hyper improbable, quand c'était encore De Rugy, qui était ministre de l'Environnement. Et en fait, pardon, il y a un peu, je ne sais pas si vous entendez les ambulances Paris. Et donc, en fait, je me suis retrouvée tirée au sort parmi les 100 signataires de l'affaire du siècle. Donc, quand on avait porté plainte contre l'État pour inaction climatique. Et du coup, il avait dit, je vais rencontrer 100 d'entre vous. Et je me suis retrouvée là-dedans. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et j'avais fait, du coup, une intervention devant tous les ministres sur les graines, sur les graines en agriculture et à quel point c'était une hérésie, etc. Et donc, en fait, à la sortie de ça, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit, super, c'était vraiment trop bien, maman. Je dis, merci, qui êtes-vous? Et c'était la fondatrice de On est prêt, qui donc avait donné des défis. En gros, il y avait un défi par jour. Moi, j'avais vécu ça de loin, je ne connaissais pas du tout. Et je leur ai dit, écoutez, moi, je rentre de stage, j'ai un peu de temps. Et ils m'ont dit, si vous voulez, si tu veux, tu peux... moi, j'adore faire la vulgarisation scientifique. Et dit, on a parfaitement besoin de quelqu'un qui est capable de comprendre les enjeux scientifiques aussi un peu, de lire des études, d'avoir des entretiens avec des scientifiques. Et derrière, de voir comment est-ce que ça peut être accessible au grand public. Donc moi, c'était parfaitement ce que j'aimais faire, c'est-à-dire avoir de la connaissance un peu compliquée et en faire... Voilà, ça va bientôt être fini le bruit, je suis vraiment désolée. Je vais fermer la fenêtre pour la prochaine question. Et en faire du coup quelque chose de digérable et surtout quelque chose dont les gens pouvaient se saisir. Et donc j'ai commencé comme ça et après ça a un petit peu pris d'autres proportions. En premier, ça a été fait avec le Festival de Cannes où là on est monté avec Cyril Dion les marches pour demander aux acteurs, aux producteurs, aux gens du monde du cinéma de dire on a besoin que vous inventiez en tant qu'artiste le fameux monde de demain, que vous racontiez une nouvelle histoire. Donc il y a eu un premier boom comme ça.
Je pense que les deux vrais gros booms, je me suis fait connaître vraiment du grand public, où j'ai vu la différence avec des gens qui me reconnaissaient dans la rue, et avec, ça c'est pas le plus important, mais avec le fait que je voyais qu'on m'invitait plus et que ma parole, du coup, pouvait, donc mes idées, et enfin, qui ne sont pas forcément que les miennes, mais aussi celles des scientifiques que j'essaie de relayer, ce rôle de porte-parole d'une urgence quelque part. Et il a été plus facile, c'était après le MEDEF, où là, du coup, en gros, j'avais été invitée sur une table ronde au MEDEF, et peut-être que vous avez vu ça passer ou pas du tout d'ailleurs, mais c'était un peu moqué de moi, parce que je leur disais peut-être qu'on pourrait travailler moins, faire différemment. Et en fait, il y avait quelqu'un du Huffington Post qui était là, et qui a filmé ça, et ça a un peu buzzé. Ils sont vraiment passés un peu pour des vieux boomers. Et du coup, bah, ça m'a donné une légitimité, enfin, ça m'a fait connaître plutôt au niveau des élites économiques et politiques, disons. J'ai rencontré plein de chefs d'entreprise, ensuite tout ça. Et le deuxième gros truc, c'est avec Pensée Sauvage, qui était mon duo artistique avec mon meilleur ami qui est réalisateur, qui s'appelle Solène Moisan, où on avait fait à la fin du premier, on était confinés ensemble, donc on a fait une vidéo où on a utilisé l'art en gros pour faire passer un message. Moi j'ai écrit un texte, lui il a filmé ça, quelqu'un a dansé dessus, et ça, on a vraiment fait ça entre amis, et je crois que c'était un message qui a résonné chez pas mal de gens, et du coup vu que ça a beaucoup tourné, je me suis plus fait connaître là sur les réseaux sociaux et par les gens, je dirais, plus énormes, enfin, moins, voilà, les gens. Bien, un beau parcours jusqu'à présent. Je suis vraiment désolée pour les soucis de caméra que l'on rencontre. Je ne sais pas ce qui se passe, mais veuillez nous excuser. L'important, c'est qu'on arrive à entendre. Alors, pour une deuxième question, comment est-ce que d'après toi et d'après ton expérience, des jeunes aujourd'hui, ils peuvent mener des actions, des projets qui auront un réel impact en fait pour apporter un changement sur nos sociétés, que ce soit d'un point de vue social ou que ce soit d'un point de vue environnemental. Comment chacun, en tant que jeune, aujourd'hui à son échelle aussi, peut avoir un impact? Bah, comment chaque jeune peut avoir un impact? Je pense que c'est poser la question, ce que je dis souvent, mais il y a plein de manières de faire. Je vais essayer de vous donner des clés très concrètes dans tout ce qui est du quotidien. En fait, commençons par le plus global et après on va aller dans le concret rapidement. Ce qui est le plus global, c'est déjà avoir confiance en vous et en votre capacité d'agir. Vous dire qu'il ne faut pas attendre d'être 100% parfait pour oser parler, faire des projets, mettre en place des choses. Rejoindre des structures déjà existantes, parce que si on se divise tout le temps en faisant 15 000 petits projets, ça a son intérêt, et en même temps, parfois on va faire des doublons et c'est bien d'apprendre de ceux qui ont l'expérience. Et en même temps, ne pas hésiter à lancer aussi vos propres idées. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'existe pas ou pas comme vous auriez aimé que ce soit le cas, bah, lancez-vous, même si au début vous allez peut-être vous faire critiquer ou si les gens ne sont pas toujours bienveillants dans leur regard. Dès qu'on fait un pas de côté, on est toujours regardé. On s'en fiche, avancer plus vite que ça, et si vous défaites de ce regard-là, ça va beaucoup plus vite. C'est un truc qui m'a beaucoup ralenti. En fait, dès qu'on dit allez, tant pis, ça va beaucoup plus vite, on a plus d'impact. Maintenant, très concrètement, bah, posez-vous la question de qu'est-ce que vous aimez faire. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez tous l'ikigai, qui est un espèce de concept où en gros, c'est simplement il y a ce que j'aime faire, ce pourquoi je suis douée et ce pourquoi je suis rémunérée. Donc en gros, l'idée c'est de réussir à trouver les trois, c'est-à-dire de trouver un travail. Donc si on est encore étudiant, c'est pas nécessairement un travail, donc c'est cool, ça enlève un des pans, mais en tout cas y réfléchir, ce pourquoi on est doué et ce qu'on aime faire. Et donc généralement, quand vous arrivez à faire quelque chose qui mêle un peu tout ça, et ben vous allez avoir le plus d'impact. Donc c'est pas forcément, je vais pas vous dire il y a 10 actions pour sauver le monde, il faut que tout le monde aille dans une ZAD et tout le monde fasse Sciences Po et c'est bon, on va sauver le monde. C'est pas vrai. Malheureusement, ce serait bien parce que ça voudrait dire quelque part qu'on aurait juste 10 solutions et que ça y est, ce serait fait. Dans les faits, c'est beaucoup plus complexe, c'est long, la société qu'il faut qu'on mette en place, et on va avoir besoin de plein de gens, de tout le monde. Donc, à part si quelqu'un me dit vraiment sa passion sur Terre, c'est d'extraire du pétrole, là, ça va être compliqué, mais je pense que c'est pas le cas des gens de votre école. Donc, du coup, posez-vous plutôt la question. Si c'est votre truc, c'est d'être journaliste, que vous aimez genre, raconter des histoires, ben, faites ça, mais faites-le au service d'un monde meilleur. Si c'est de créer votre entreprise, si c'est de conseiller des entreprises existantes, si c'est d'aller dans des ZAD, si c'est d'être artiste, si c'est d'écrire de la musique, si c'est de devenir agriculteur, boulanger, peu importe, si c'est ce que vous aimez faire et c'est pourquoi vous êtes doué, c'est là où sera le plus d'impact. Donc faites ça, mais au service de la transition. Tout est possible de voir de manière d'un nouveau prisme. Pour moi, être activiste, c'est voir le monde, c'est vraiment penser son rapport d'être au monde. Donc ça concerne beaucoup plus que juste
être éco-responsable, c'est une manière d'être. Donc ça, on peut l'incarner de plein de manières différentes. Et je vais bientôt me taire, mais très concrètement, des petites ressources qui peuvent être utiles pour vous sur le quotidien. Il y a quand même Ça commence par moi, que j'adore, qu'un ami qui s'appelle Julien Vidal, et qui, en gros, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a fait un site où lui, chaque jour, pendant un an, il a changé une habitude. Donc ça, c'est des trucs du quotidien qui sont assez simples. Mais chaque jour, donc en gros, il y a quand même 365 actions très concrètes qui ont un impact, où c'est chiffré, où c'est sourcé. Donc ça, c'est assez cool, parce que ça donne plein d'idées. Et de manière plus générale, après, il y a plein de contenus où je vous conseille surtout, pour vous engager, de vous renseigner. Donc, il y a Thinkerview, par exemple, qui fait des interviews avec des gens assez chouettes. Swap de Sens, que j'adore aussi, qui est un podcast avec plein de gens engagés qui donnent plein d'idées d'actions très concrètes. Donc, ça, c'est cool. Plus collective, là, je vous parle. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est les associations existantes. En étant très bref, il y a Alternativa, qui va être sur tout ce qui est mobilisation, donc organiser des marches, organiser principalement des grosses mobilisations. Désobéissance civile avec Extinction Rebellion, qui restera toujours non violent et souvent artistique, donc ça c'est cool aussi, je les aime beaucoup. Et Greenpeace, qui propose même maintenant un truc qui s'appelle Greenvox, et qui est des plateformes pour quand vous avez un projet, typiquement il y a un truc qui vous révolte près de chez vous, il y a un champ qu'on veut bétoniser, et ils vous donnent des outils pour monter une action vous-même. Donc ça, c'est très cool, et ça permet de ne pas partir de zéro, quoi. Voilà, je peux en parler des heures, mais voilà quelques pistes très concrètes qui pourraient vous intéresser. Ben, merci pour tous ces bons conseils. Et justement, tu en parlais tout à l'heure au début, notamment au démarrage de tes actions. Comment est-ce que toi et la jeune génération pouvaient avoir une légitimité face à des personnes qui ont de l'expérience, et si on prend ton exemple, comment est-ce que toi, tu arrives à te positionner par rapport à des personnes qui vont aborder les mêmes sujets que toi, peut-être sur un point de vue tout à fait différent, mais depuis 20 ans, 25 ans, comment est-ce que ça se passe et comment légitimer cette action de la jeunesse? En fait, la légitimité, elle vient simplement du fait que c'est nous qui allons nous coller un monde en 2050 à plus 2 degrés, disons. Donc, ça dépend quelle production on regarde, mais un monde pas fun, quoi. Donc, quelque part, notre légitimité, elle est là. Elle est du fait que les actions, elle vient de l'inertie du climat, que vous devez sûrement connaître, qui est de dire que il y a la biodiversité, dont on parle trop peu, mais quand on parle du dérèglement climatique, en fait, il faut imaginer que c'est un truc un peu long, qui fait que quand on a l'action, ce qu'on émet aujourd'hui, en fait, n'impacte pas directement aujourd'hui, mais impacte demain. Et là, nous, on est en train de payer le réchauffement des émissions passées. Le CO2 et tous les autres gaz à effet de serre ont des durées de vie plus ou moins longues dans l'atmosphère. Et donc, c'est-à-dire que même par exemple, si maintenant on arrêtait de respirer, qu'on ne faisait plus rien, plus d'humains, plus rien, le climat continuerait à se réchauffer, les glaciers continueraient à fondre, etc. Parce qu'il y a cette durée de vie du CO2 et des autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Bon. Donc, ça, c'est un fait. Genre, on ne peut pas négocier ça. Donc, dans les faits, nous, on est en train aussi de se dire que les gens qui sont aujourd'hui en place dans le pouvoir, ils ne vont pas nécessairement vivre de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique. Nous, ça va être... c'est déjà le cas aujourd'hui, ce que j'ai toujours de rappeler, mais ça va être d'autant plus le cas demain. Il faut qu'on soit capable de s'adapter, et donc il faut qu'il nous laisse cette place pour se saisir des enjeux qui sont les nôtres. Donc pour moi, la légitimité, elle est là, 100%, elle est là. Et elle est aussi dans le fait que je cherche pas de légitimité, c'est-à-dire qu'on s'en fout. Enfin, je veux dire, tant pis s'il y en a qui pensent dire oh là là, dis donc, elle sait tout, et non. On apprend tous les jours, et on fera jamais l'unanimité, mais je pense que c'est pas pour ça. Enfin, on se bat pas, on n'est pas activiste, on fait pas des choix de carrière comme les vôtres, des choix d'engagement pour plaire aux gens. On fait ça parce qu'on a une urgence en nous, on a un cri qui est plus fort que ce qu'on pense, et qui est plus fort que l'entendement, et juste si on le fait pas, on devient fou. Donc je me pose pas trop cette question de légitimité ou pas. Après, j'essaie de contrebalancer ça en travaillant beaucoup, c'est-à-dire que bien sûr que je vais pas aller on peut raconter des faux chiffres sur des questions d'énergie ou de transport qui sont des sujets assez complexes pour moi. J'essaie de maximum de me renseigner. J'ai la chance d'avoir plein de scientifiques à qui je peux demander conseil quand j'en ai envie. Donc ça, c'est une chance immense. Dans les ONG aussi, il y a plein de responsables de plaidoyer, ça s'appelle, qui font du contenu et qui font des rapports assez clairs, des fois pas très compliqués, sur des sujets précis. Et donc, se renseigner, lire, je pense que tout le monde est capable de le faire, ça prend juste du temps et de la déterre. Et si on le fait bien, après,
quelque part, on gagne cette légitimité parce qu'on montre qu'on connaît un peu les sujets qu'on traite, quoi. Ça, c'est important quand même. Très bien. Et donc, pour faire le lien aussi, en parlant, comme tu disais tout à l'heure, de se former, quelle est l'importance aujourd'hui pour des étudiants, là, aujourd'hui, on a des étudiants avec nous, de futurs étudiants, de se former à ce qu'on appelle aussi les métiers de demain et des métiers qui vont vraiment prendre en compte tous ces enjeux, alors environnementaux, avec le climat, mais aussi sur plein de différents aspects, sur tous les enjeux aussi sociaux, économiques, de penser aussi une économie un peu différente. Voilà, est-ce que c'est important qu'ils puissent bénéficier d'une formation dans ces domaines-là pour pouvoir ensuite accéder aux métiers de demain? Oui, 100%. Enfin, je pense que c'est même nécessaire. Je veux dire, pour moi, dès l'école, dès l'école primaire, il devrait y avoir. C'est quand même aberrant qu'on soit des citoyens qui soient préparés. En fait, le but de l'éducation à la base, c'est quoi? Enfin, c'est se dire, on a des parents qui nous aident ou tous les instances d'éducation dont l'école fait partie, qui sont là pour nous dire, ok les gars, ça va être compliqué. On va vous aider à faire en sorte que vous surviviez un peu dans ce monde. Donc, on va nous apprendre de manière très primitive que quand on touche le feu, ça brûle, donc on ne touche pas le feu. On ne va pas sauter d'une barrière parce que sinon on meurt, donc on ne fait pas ça. C'est des trucs super bêtes, mais quelque part, à la base de l'éducation, c'est quand même nous donner des manières de rester en vie un peu plus longtemps possible. Quand on regarde un règne animal, c'est ça, on essaie de dire, on va garder en vie nos bébés. Là, c'est un peu l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que c'est quand même drôle de se dire que si on suit, quand je dis nos parents, c'est pas nos parents, ça peut être d'ailleurs vos parents, mais avec un grand P de manière générale, la génération un peu d'avant, si on suit ce modèle effréné de consommation qu'on essaie de nous vendre comme exactement le modèle qu'on devrait suivre, on court droit au mur et on va à notre propre perte. Donc c'est quand même un petit peu paradoxal. Donc pour contrer ça, c'est nécessaire que y ait dès l'école, qu'on prenne en compte en fait la possibilité de la survie de l'humanité sur Terre. Enfin, c'est quand même pas complètement loufoque de se dire qu'on devrait apprendre aux gens à faire en sorte qu'on puisse garder un écosystème sain et qu'on puisse garder un écosystème fonctionnel. Donc, sachant que ce n'est pas le cas aujourd'hui dès l'école primaire réellement, c'est génial si quand vous avez le choix de vous orienter vers ça, vous le faites et vous apprenez parce que on peut toujours apprendre en dehors de l'école. Et là-dessus, je suis vraiment certaine qu'il y a plein de possibilités. Moi, j'apprends encore tous les jours, alors que je ne suis plus étudiante cette année, mais j'apprends tous les jours. Mais ce qu'on apprend surtout à l'école, c'est une capacité à rester curieux, c'est une capacité à travailler. Moi, c'est ce que m'a permis Sciences Po, une capacité à... Quand on a des professeurs comme ça, on peut poser des questions, on peut mieux comprendre les enjeux. Donc, c'est surtout cette capacité à travailler, je pense, qui est nécessaire de développer pour ensuite apprendre chaque jour de sa vie, quoi. Je te rejoins sur cet aspect-là. Et c'est vrai que là, pour parler un petit peu de l'école 3A, nous, c'est vraiment l'objectif de se poser les bonnes questions, de comprendre, d'avoir les outils pour devenir aussi les managers de demain de certaines organisations, de certaines structures qui vont permettre justement ce changement et d'appréhender le monde et l'économie différemment. En prenant en compte les enjeux actuels et les enjeux futurs, parce que, comme tu le disais, il y a nos parents, il y a nous, et puis il y aura nos enfants aussi derrière. Donc, il y a toute une chaîne, et donc c'est important de se responsabiliser, en tout cas, et se professionnaliser quand on choisit, en tout cas, une école comme 3A. Nous, c'est ce qu'on essaye vraiment d'apporter à nos étudiants, et c'est ce qui nous tient à cœur, parce qu'on croit aussi en tous les changements nécessaires dont tu parles. Alors, si on parle un peu de changement climatique, dans les questions qui ont été posées, j'ai regroupé aussi certaines questions et qui nous ont été posées en amont. Comment est-ce que on peut lutter contre le changement climatique à notre échelle ? Et il y avait cette notion aussi d'espoir. Comment garder espoir quand il y a un manque d'engagement global ? Alors que ce soit au niveau individuel, mais aussi au niveau des politiques publiques, des gouvernements, sur ces questions de changement climatique. Donc, comment gérer à notre échelle, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, je pourrais être plus concrète et vous dire, mais en fait, c'est juste que je pense que vous avez déjà les informations ou la capacité de les trouver. Donc, moi, ce que je préfère faire quand j'ai un temps limité comme ça d'1 heure, c'est de vous donner l'envie de vous renseigner, en fait, parce que c'est ça qui est... En gros, il y a une phrase de Saint-Exupéry, je crois, qui dit que quand on veut faire en sorte que... C'est mieux dit que moi, mais quand il dit, en gros, quand on veut faire... si vous voulez faire
en sorte que des hommes construisent un bateau. Ne leur expliquez pas comment construire un bateau, mais faites naître chez eux le désir de la mer. Donc, en gros, ça veut dire que moi, mon idée, c'est de faire naître chez vous l'envie, je pense que vous l'avez déjà, mais de renforcer peut-être l'envie et la déterre, de se renseigner, d'être à fond, d'agir. Après, le comment exactement, ça, vous êtes en capacité de le trouver. Il y a des tonnes et des tonnes de contenu là-dessus, d'études, de choses même assez claires et courtes qui vous le disent. Mais comment changer dans notre quotidien pour impacter? Aujourd'hui, en France, le plus gros pôle, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Pas très fun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, rénover son bâtiment, si on a des parents qui sont propriétaires, ou si nous-mêmes on est propriétaires, on ne sait jamais, ça, c'est un des plus gros champs d'action. Je sais que ce n'est pas vraiment à la portée de tout le monde, donc le deuxième, ça reste quand même la consommation de viande et de poisson. Si vous regardez Seaspiracy, si vous doutez de ma deuxième information, mais réduire drastiquement notre consommation de viande, même si on est sur de la viande locale, etc., et qu'on raisonne, et que bien sûr que je comprends que des fois on se dit un bout de tome, quand on parle de véganisme proche de chez nous, c'est moins pire qu'un avocat du bout du monde. Ça vous appartient, prenez des décisions en conscience, mais juste réduire notre consommation de produits animaux, c'est nécessaire parce qu'il y a cette question de souffrance animale, mais il y a surtout aussi, ça c'est un autre sujet, je veux dire, mais il y a en termes d'impact sur le dérèglement climatique et la 6e extinction de masse, il y a la question des terres. On a une terre, on parle de la consommation d'eau, bien sûr, de ressources, mais on a des terres limitées, des terres arables, ce qu'on appelle limitées, c'est-à-dire qu'ils sont capables de stocker du carbone dans les sols et de nourrir des gens. On a de plus en plus de monde, et quand on prend par exemple de la viande, beaucoup, faut savoir qu'il y a beaucoup de soja pour les nourrir, et donc les sojas, c'est la déforestation, et donc c'est des terres qu'on n'utilise pas. En fait, il faut bien nourrir le bétail que nous, après, on va manger. Et donc, quelque part, c'est des terres qu'on n'utilise pas pour nourrir directement des gens. Donc, voilà, c'est un petit peu à creuser. Ça, c'est un gros sujet. Et puis, je pourrais vous en parler longtemps, mais juste en une phrase, le deuxième gros sujet, à mon avis, là, l'approche des... Enfin, tout est important, la mode éthique, non, bien sûr, acheter plus de choses neuves, tout ça. Mais à l'approche des vacances, c'est quand même l'avion qui est un gros point. Parce qu'on dit que c'est pas très grave et que moi je l'ai fait aussi en me disant mais c'est un petit truc et en fait ça va aller, mais en fait il y a un super truc qui s'appelle carbone footprint, alors juste une empreinte de pas, qui vous permet de calculer en gros votre empreinte carbone à vous, et donc ça vous permettra, c'est assez simple, ça prend 10 minutes, mais au moins vous pourrez voir vous, en fonction de vos habitudes, c'est un mode de quiz, vous pourrez voir là où vous avez d'impact. Si vous êtes un gros fashionista et que du coup vous achetez plein de trucs neufs, peut-être que c'est ça qu'il va falloir réduire en premier. Si vous êtes un gros ou une grosse viandard, et c'est peut-être ça qu'il va falloir réduire en premier. Mais l'aviation, moi je me suis rendu compte que c'était ça vraiment mon gros point. Quand j'étais à peu près, vraiment je faisais plein d'efforts partout, mais juste je prenais pas mal l'avion, je me suis rendu compte qu'un aller-retour Paris-Bali c'était 5 tonnes de CO2, et 5 tonnes de CO2, quand on veut rester sous les fameux 1,7 degrés, donc les fameux 1,5 degrés du GIEC, il faudrait que chaque Français émette en moyenne entre 1,7 et 2 tonnes, il y a un petit débat, de CO2 par an. Et donc, un aller-retour Paris-Bali, c'est 5 tonnes. Donc, vous voyez bien qu'en fait, juste dans le climat et dans la biodiversité, tout est une question de proportion. Donc, il faut vraiment se poser ces questions de proportion. Et là, proportionnellement, juste, c'est pas possible aujourd'hui de voyager aussi loin pour si peu de temps. Et même malheureusement, vous allez jouer en avion de course, c'est compliqué, quoi. Après, vos décisions vous appartiennent, je suis pas là pour donner des leçons, mais juste renseignez-vous, et si vous faites ce calcul-là, vous allez voir où c'est important que vous changez vos habitudes. Je pense que ce sera mieux. Et après, sur la question de l'espoir, l'espoir vient de l'action, ça, je l'invente pas, hein, je veux dire, je garde espoir à partir du moment, c'est plus de l'espérance que de l'espoir, mais là, c'est plus de la philo. Mais quelque part, le fait de voir qu'on est plein, que ce monde de demain, c'est ce qu'on en fait aujourd'hui, qu'il y a plein de gens qui le mettent déjà en place, qu'il y a d'autres manières de faire, moi, ça me donne beaucoup d'espoir parce que je me dis que c'est pas inéluctable, que c'est pas inexorable, que c'est pas quelque chose contre lequel on peut pas lutter et où c'est trop tard et où c'est foutu. On se dit qu'il y a un manque de volonté, certain, et que du coup, il nous appartient en tant que privilégiés de se bouger pour qu'on soit le plus nombreux possible à changer des choses et pour que les choses changent réellement. Parce que c'est possible de faire autrement, sincèrement, et on a encore pas beaucoup de temps, mais on a encore un peu de temps, disons, tout n'est pas mort, quoi. On a encore une possibilité d'action. Donc ça nous donne de l'espoir. Très bien. Et une autre question, comment allier l'accompagnement au changement, donc au travers d'une démarche douce,
et lente, on va dire, pour changer certains comportements, hein, comme tu expliques, qu'on peut avoir aussi au quotidien, mais avec une problématique d'urgence climatique. Comment allier ces deux aspects? Ça, on l'allie pas, hein. C'est-à-dire que très concrètement, c'est un peu marche ou crève. C'est en gros, c'est-à-dire qu'on va pas avoir le choix. C'est comme, imaginez le parallèle avec la pandémie. Admettons qu'il y ait des gens qui nous aient dit, là vraiment c'est totalement, je suis en train de mentionner une métaphore douteuse, mais imaginons qu'il y ait des gens qui depuis des années disent, ok, il y a un Covid qui va arriver, vraiment préparez-vous. Si on s'était préparé en avance, c'est pas le cas évidemment, mais on n'aurait pas eu des moments de test, à passer du temps à trouver des vaccins sur le qui-vive, des moments à essayer, est-ce que ça marche dans le confinement, un couvre-feu, non, les masques, pas les masques, si on était prêt. Ok, là on pouvait pas, mais à l'inverse, on a une crise démentielle qui est en train de nous dire dérèglement climatique et l'érosion de la biodiversité, où on sait ce qu'il faut faire pour pas payer des conséquences trop fortes. On va en payer, qu'on le veuille ou non, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a une partie de résilience. Une partie de résilience, ça veut dire qu'on va devoir s'adapter. Nos sociétés vont devoir s'adapter à un monde où il fait 1, 2, 3 degrés de plus. S'adapter, ça veut dire aussi qu'il va y avoir, moins on s'adapte, moins on anticipe, plus il va y avoir de la casse sociale. Et malheureusement, ce sera en plus les plus précaires qui vont trinquer en premier parce que c'est déjà ce qui se passe aujourd'hui. C'est eux qui sont déplacés climatiques, c'est eux qui se tapent les cancers parce qu'ils vivent des respiratoires, parce qu'ils vivent près des usines. C'est eux qui ont déjà toutes ces conséquences-là. Donc, quelque part, plus on fait en avance et plus ça va être quelque chose que vous allez choisir et non pas subir, plus ce sera facile pour vous après, plus tard. Plus vous serez en paix avec votre conscience et non pas en dissonance cognitive, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'idée de dire que je savais, il y a un truc quand même qui me travaille et en même temps, dans les faits, je préfère un petit confort et c'est cool. Quelque part, vous aurez un petit peut-être d'amour propre et de fierté de vous dire j'ai au moins essayé d'être du côté de la solution. Donc pour moi, il y a ça, une question de responsabilité aussi. Mais en effet, bien sûr qu'on ne va pas assez vite, que si on voudrait vraiment être aligné, il y a un truc qui est trop bien, que j'aurais pu vous projeter, mais si vous tapez juste Novetic, Novetic, 1,5 degré, passionnant, ça prend 10 secondes, tapez ça sur Google quand vous avez le temps. En gros, ils expliquent, ils avaient fait ça après la sortie du dernier rapport du GIEC, donc sur le 1,5 degré, en disant quelles actions. Alors, il y a plein d'autres possibilités, mais ils avaient dit en gros, qu'est-ce que par exemple on pourrait faire pour réduire nos émissions, concrètement. En gros, les scientifiques sont en train de dire il faudrait réduire de temps, et après c'est aux politiques de dire comment on fait. Est-ce qu'on interdit la viande pour tous les Français? Est-ce qu'on interdit les avions? Est-ce qu'on propose aux gens d'éteindre les terres à chauffer? Tout est envisageable, ça c'est la question de la politique, c'est-à-dire comment est-ce qu'ensemble on décide de faire face à une urgence. Et eux, en gros, ils avaient par secteur dit des exemples de mesures qui permettraient d'arriver à ça. Là, on flippe bien, parce qu'on se rend compte de à quel point, en fait, c'est énorme. C'est-à-dire que là, quand les propositions de la Convention citoyenne pour le climat nous paraissent trop importantes, trop grandes, trop dures, là, on n'est même pas à 10% de ce qu'il faudrait faire en termes de radicalité. Donc, quelque part, bien sûr que cette tension entre ne pas faire peur aux gens, ne pas les forcer, et en même temps, une urgence qui est là, qui est réelle, et qui fait que c'est ceux qu'on ne va pas forcer qui vont profiter, mais ce n'est pas eux qui vont payer les conséquences en premier. Elle est difficile à avoir. Ok, et du coup aussi, par rapport à tout ce que tu dis, sur être sensibilisé, etc., il y avait une question qui nous a été posée, et je trouve que c'est pas mal de la poser maintenant, c'était comment parler de tous ces sujets à des personnes qui ne sont absolument pas sensibilisées sur ces aspects-là et qui ne considèrent pas qu'il y ait besoin d'apporter un quelconque changement. Comment aborder ces personnes ? Je dirais que ça, pour moi, pour ceux qui n'ont pas conscience, en fait, c'est souvent l'ignorance. Enfin, ceux qui pensent qu'il ne faut pas changer, c'est souvent l'ignorance. Et donc, du coup, cette ignorance, elle se combat par des faits très concrets. Enfin, il y a différentes manières de sensibiliser des gens. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être plus sensibles aux faits. Et donc, dans ce cas, aux faits scientifiques, je parle aux faits bruts. Et dans ce cas, moi, c'est pour ça que je fais pas mal de vulgarisation scientifique. Donc là, renseignez-vous. Et quand quelqu'un vous dira... on parlera, typiquement, vous avez un débat sur le végétarianisme, et quand vous arrivez avec des arguments fact-checkés qui sont vérifiés, qui sont concrets, face à l'évidence, on ne peut pas vraiment faire différemment, tout en ayant une posture de pas, je vais t'expliquer la vie, mais juste en disant, ok, très bien, mais juste si tu veux savoir, voilà, il y a ça, après, tu fais comme tu sens.
Donc ça, c'est pour moi assez important. Et il y a aussi une grosse partie qui est de donner l'envie. Et donc, en fait, ça, pour moi, l'art sert vachement. Donc, c'est pour ça que j'utilise pas mal ce canal-là, avec des séries, avec des films, avec des... En fait, l'art permet aussi de bousculer les choses de manière, je vais dire, moins violente, mais pas nécessairement. Va toucher d'autres canaux qu'uniquement le rationnel. Et ça marche pas mal. Et ne pas oublier aussi que en sciences cognitives, on change beaucoup plus facilement quand c'est nos proches qui nous font changer et pas quelqu'un de lambda. C'est-à-dire que si moi, je vais aller dire à votre oncle, ce serait bien qu'on arrête un peu qu'on calme sur les barbecues, je vais dire qui est cette petite fille-là qui me raconte la vie. Si c'est vous, il va peut-être vous râler dessus au début, mais ça va quand même plus se toucher parce que c'est quelqu'un en qui vous êtes quelqu'un qui a plus confiance et à qui dont le jugement lui importe plus. Du coup, voilà. Du coup, vous sensibilisez d'abord vos proches et c'est comme ça que c'est vraiment un truc essentiel à faire. Si tout le monde, tous ceux qui sont déter, se prennent en gros 10 personnes qui targetent et qui essaient de changer, ça serait hyper efficace. Ok, et donc je te remercie. Et pour terminer, après on passera aux parties questions et échanges avec les participants. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un étudiant souhaitant contribuer à un monde meilleur? Un étudiant souhaitant contribuer à un monde meilleur, je dirais, si je dois trouver qu'un seul conseil, je dis souvent ce que j'ai dit au début de faire vraiment ce qu'ils aiment, parce que si vous faites des choses avec lesquelles vous êtes alignés, et que vous osez un peu faire ce pas de côté-là, même si c'est pas ce pourquoi vos parents ont envie que vous fassiez, même si c'est pas ce que la société a envie que vous fassiez, etc., on s'en fout. Si vous faites des choses alignées, vous aurez non seulement une capacité plus grande à vous indigner quand il y aura des incohérences dehors, dans l'extérieur, quand il y aura des non-sens, si en vous-même, vous faites des choses vous faites pas violence tous les jours en étant en dissonance cognitive, en disant je pense ça, mais en fait j'enfouis un peu et je fais autre chose. Du coup, quand on voit ces incohérences-là dans le monde extérieur, ça nous saute plus facilement aux yeux. Donc, on a une plus grande capacité à s'indigner. C'est pour ça que c'est vraiment le conseil que je donne en premier. Mais sinon, renseignez-vous, parce que plus on avance dans la connaissance du sujet, dans l'interconnexion des sujets, dans la complexité des choses, plus nos actions sont pertinentes parce qu'on agit sur les bonnes... on perd pas trop de temps là où, en fait, ça vaut pas le coup qu'on mette notre énergie, quoi. On s'attaque vraiment à la source du problème et c'est comme en médecine, quoi. Si on a un bon diagnostic, même si on n'a pas le temps de connaître parfaitement le diagnostic pour donner parfaitement le bon médicament, parce que sinon ça va être trop tard, plus on sait vite, mieux c'est, parce qu'on perdra moins de temps dans l'errance médicale. Je suis d'accord. Eh bien, c'est des beaux conseils pour nos étudiants, pour les futurs étudiants et puis pour toute personne aussi. C'est des bons conseils à prendre. Je te remercie, Camille. Donc, on va passer à la partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas soit à poser vos questions dans le chat à l'écrit. Vous pouvez également prendre la parole. Vous avez un petit onglet qui vous permet de lever la main et comme ça, on vous fait intervenir au fur et à mesure. Et voilà, n'hésitez pas, c'est le moment de pouvoir échanger tous ensemble. Alors, pour commencer, la première question que nous avons de Cindy, qui demande si tu penses qu'à l'avenir, nous aurons individuellement des quotas carbone. Est-ce qu'on aura des quotas carbone? Là, c'est que la projection de moi-même, de ce que j'imagine, mais ça serait pas complètement fou, non? Dans le sens, ça rejoint totalement ce que je vous dis. C'est par exemple ce que proposait Novetic, là. Enfin, Novetic, ils l'ont fait avec Carbone 4, donc le cabinet de conseil, où en gros, ils disaient, vu que c'est ces fameux 1,7 tonnes de CO2 par Français et par an, ça voudrait dire une loterie, par exemple, pour le droit à un aller-retour en avion tous les 3 ans. C'est ce genre de choses. Et du coup, ça nous paraît aujourd'hui une restriction de liberté immense, bien évidemment. Mais en même temps, quand on réfléchit, avec le Covid, c'était une menace qui pesait sur nous, sur nos plus précaires d'entre nous, et on a concrètement restreint nos libertés. Mine de rien, on n'a pas le droit de sortir de chez nous et tout, c'était des restrictions énormes de liberté. Donc, il y a eu une menace, le pouvoir public a décidé de restreindre nos libertés au nom du bien-être et de la survie de la société. Pas complètement faux non plus. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas s'il y a une menace qui pèse aussi, qui est le dérèglement climatique? Donc, pour moi, ce serait pas fou. Je préférais que ce soit pas le cas parce que je préférais que ça voudrait dire qu'on aurait eu assez d'intelligence collective et de discernement pour que ce soit pas subi, mais que ce soit un truc qu'on ait envie. Et donc, c'est-à-dire que de nous-mêmes, on ait décidé de ralentir notre consommation, etc.
Dans les faits, j'y crois pas beaucoup. On ne sera pas assez nombreux, assez rapidement convaincus parce qu'il y a beaucoup de forces contraires. Il y a des milliards d'euros qui sont dépensés dans du marketing chaque année pour qu'on pense que en fait le bon choix, c'est le bon chemin, c'est celui d'une consommation effrénée. Donc il va falloir réguler, c'est certain. Au niveau des États, je pense qu'il y aura des budgets carbone. Au niveau de si on décide d'agir, il devrait y avoir des budgets carbone. Au niveau des États, au niveau des entreprises et peut-être au niveau des individus, là j'ai aucune idée, mais ça me paraîtrait pas complètement fou si on décide d'agir à la hauteur, ouais. Très bien. Alors, si on continue sur les questions, nous avons une question de Camille qui demande à quand une nouvelle vidéo de Pensée sauvage. Je peux vous dire une petite confession qui est qu'on ne s'appellera plus Pensée sauvage, mais avant l'orage, voilà. Parce qu'une marque s'appelait Pareil que Groupie, ils m'ont demandé de changer. Mais quelque part, c'est très bien, parce que ce serait pour un peu le renouveau de ce qu'on va faire. Et on a une prochaine vidéo. Là, en fait, en gros, on est en montage. Donc, je saoule Solal, qui est mon meilleur ami avec qui je réalise, pour faire le montage avant notre départ en bateau, parce qu'on part en voilier, faire un documentaire. Mais du coup, soit s'il est très efficace en juin, ce que je doute, soit s'il décide de prendre des petites vacances, plutôt à la rentrée en septembre. Et après, on va enchaîner. On a 2 de prêtes, donc ça va être très cool. Voilà. Merci pour ces petites confidences. Alors, on continue dans les questions. Une question de Emma qui demande si tu as entendu parler de l'énergie libre. De l'énergie libre? Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. En fait, je suis en phase de renseignement à fond sur l'énergie en ce moment. Donc, je ne vais pas m'embarquer dans des concepts que je ne maîtrise pas encore tout à fait. Mais ceux qui sont chauds, Jean Covici, donc, a des positions un peu très pro-nucléaires, mais c'est pas sur plein de sujets d'énergie, c'est assez pertinent. Et The Shift Project, du coup, qu'il a créé aussi, sur les questions d'énergie, moi je m'enseigne pas mal avec eux, qui font des rapports assez cool. Et le réseau Action Climat aussi font des rapports assez cool et bien vulgarisés. Je pense que vous expliqueront mieux que moi. Voilà. Ou alors, si c'était une question parce qu'elle a la réponse, qu'elle n'hésite pas à raconter dans le chat. Voilà, tout à fait, car moi non plus, je n'ai pas la réponse, Emma. Donc, n'hésitez pas, si vous pouvez, si vous souhaitez nous apporter plus de contenu sur ce sujet. Alors, nous avons une question d'une autre Emma qui demande quelles sont les contraintes et les freins auxquels tu es confrontée au quotidien par ton engagement. Par mon engagement, c'est-à-dire, est-ce que c'est dans le sens... dans quelle mesure mon engagement m'empêche des choses au quotidien ou c'est plutôt dans le sens en mode dans mon engagement, qu'est-ce qui me freine? Je pense que c'est l'option 2. Donc, je vais répondre à l'option 2. Si c'est pas ça, Emma, tu pourras me le dire. Mais je pense que c'est l'option 2. Et dans ce cas, c'est. Pour moi, là où les choses sont. Ah voilà, option 2, exactement. Là où c'est le plus compliqué, c'est. Moi, ce qui me ralentit, très honnêtement, si je vous dis très honnêtement, ce qui me ralentit le plus, c'est le jugement des gens. C'est ça. Ce qui me ralentit le plus, c'est pas tant les gens qui sont pas d'accord et qui du coup connaissent. Souvent c'est l'ignorance et donc du coup quand on prend le temps de discuter, de les bousculer, de confronter nos visions du monde, ça va. C'est plus les gens qui sont plus ou moins avec une vision assez proche, mais qui ont décidé que eux savaient comment faire mieux tout le monde et qui du coup vont te dire à quel point leur activisme est plus important que le tien ou comment est-ce que ça c'est pas bien mais que ce serait mieux ça et qui prennent leur temps et leur énergie qui est limitée comme tout le monde à dégommer des activistes quand ça va à l'inverse de ce que je vous disais au début qui est vraiment pour moi l'idée de dire il faut qu'on retrouve un écosystème d'action. Donc il y a l'écosystème du système Terre qu'on est en train de détruire, écosystème que vous devez connaître par cœur, mais l'idée que tout est interconnecté, que chaque chose en impacte une autre, etc., etc. Donc c'est un fonctionnement global. On doit avoir ça en train de détruire, toute la nature, il faut qu'on crée la même chose en action. Donc il faut qu'on ait un écosystème d'action. Donc il faut des gens qui font le travail que je fais, des gens qui vont faire le travail que vous allez faire, qui font le travail des journalistes, on a besoin de tout le monde. Et donc, ça, c'est vraiment nécessaire qu'on se serre les coudes entre activistes, qu'on se travaille ensemble, qu'on se respecte. Et c'est pas toujours le cas parce qu'il n'y a pas, comme tous les milieux, il y a des gens pas sympas. Et du coup, ça ralentit. Moi, c'est ce qui me ralentit le plus, à 100%. Voilà. Très bien. Je sais pas si c'était la réponse que tu as demandé, mais peut-être. Alors, si on continue sur les questions, on a une question d'Ombeline. Comment allier dans un métier volonté d'agir proche du terrain, donc accompagnement de personnes, permaculture, petites actions, et volonté d'agir à plus grande échelle, politique, responsable RSE, pardon, mais avec le risque de perdre le côté très concret. Comment allier dans un...
Très intéressant. Ben, comment allier les deux? Il y a les deux sont nécessaires dans la société, hein, donc c'est-à-dire que vous culpabilisez pas si vous faites, si vous n'avez pas l'impression, si c'est pas si c'est un besoin personnel de faire quelque chose. Typiquement, ça rejoint ce que je disais la question juste avant. Il y a des gens qui vont dire, bah là, parce que vous êtes en train de faire des politiques publiques, je sais pas, pour la loi climat, vont dire, mais vous n'êtes pas sur le terrain et donc, du coup, vous n'êtes pas militant. Ça veut rien dire. Enfin, je veux dire, nous, on a besoin aussi qu'on change les règles du jeu. Aujourd'hui, on a besoin, c'est structurel. La destruction de l'environnement est organisée de manière structurelle. Donc, il faut qu'on ait des gens qui réfléchissent à comment changer structurellement le système. Donc, si c'est votre kiff, c'est pas grave, faites ça. Si à l'inverse, votre kiff, c'est c'est la permaculture, et que ça vous saoule de réfléchir à des choses vraiment globales, faites ça aussi à 100%. Il y a pas, on n'est pas une mauvaise personne parce qu'on ne fait pas les deux. Ça, c'est vraiment nécessaire de comprendre. Et ceux qui vous diront l'inverse, bah, laisse tomber. Mais par contre, si les deux vous tiennent à cœur, bah, vous pouvez avoir une espèce de j'ai pas d'idée de métier concret qui met ça, mais ça doit bien sûr exister. Et puis, bah, il y a aussi votre temps libre. Vous pouvez faire votre temps libre, enfin, soit en écrivant des bouquins de manière hyper grande échelle et tout en étant paysan. Et à l'inverse, peut-être dans le week-end, aller en ZAD et faire des actions de désobéissance et mettre les mains dans la terre et puis, être engagé aux politiques dans les entreprises. Voilà. Alors, si nous continuons sur les questions, il y a une question de Ombeline qui répond qu'elle aime les deux. Donc, c'est ça la difficulté. Effectivement, pas toujours simple de faire son choix. Donc, Noémie qui demande, penses-tu que l'augmentation exponentielle de la démographie est inquiétante? Et crois-tu qu'il existe une solution à ça? En fait, il y a le livre là-dessus de Pablo Servigne est assez cool, donc Comment tout peut s'effondrer. Il montre que, enfin, il y a plusieurs réponses. Je donne une réponse rationnelle et une réponse plus philosophique. La question rationnelle qui est de dire que tout a une fin, c'est-à-dire que ça a une finitude à l'inverse du mythe de la croissance infinie dans un monde fini. Tout a une fin dans la nature, c'est-à-dire que rien ne croît éternellement. Chaque population, à un moment donné, arrive à un pic. Et après, vous avez peut-être vu ça en économie aussi, et redescend. Donc en fait, qu'on le veuille ou non, il va y avoir une stabilisation et il va y avoir à un moment donné, on va arrêter de croître éternellement, c'est certain. Ça, on va avoir du mal à lutter contre ça. Maintenant, l'autre réponse, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, la FAO, donc l'organisme pas spécialement le plus engagé de la Terre, mais qui produit plein de rapports sur l'agriculture, montrait qu'on aurait la possibilité de nourrir l'intégralité de l'humanité en agroforesterie, en agroécologie. Donc, c'est-à-dire qu'avec une agriculture qui respecte les sols, qui respecte, etc., les gens. Si on réduit drastiquement notre consommation de viande, parce que je vous disais, il y a cette question de terre, si on réduit le gaspillage. Aujourd'hui, un tiers de la nourriture qu'on produit est jetée. Donc, en fait, si on était plus doué dans la manière dont on répartissait nos ressources, on pourrait être capable de nourrir tout le monde et d'habiter ensemble cette terre. Donc, pour moi, c'est surtout une question de répartition des ressources. Plus nécessairement que de on est trop. Parce que c'est ça, parce qu'on n'a qu'une terre et qu'il y a un Américain moyen, un Français moyen, ça utilise 3 terres, 5 terres. C'est pas possible, on n'a qu'une, donc ça veut dire qu'à l'inverse, il y a des gens qui qui en utilisent moins d'une. Et si c'est la question des enfants, moi j'aime bien dire que je préfère me poser la question de quel enfant je laisse à la terre plutôt que de quelle terre uniquement je laisse à mes enfants. C'est-à-dire que les deux questions sont importantes. Si on fait des armées de Greta et de gens qui vont tout dégommer, quelque part, je pense qu'on serait capable de trouver des solutions que ça aille mieux. Je te remercie, Camille. Alors, dans les questions qui nous avaient été posées aussi en amont, alors j'avais une question qui est liée à l'ONU, où on nous demandait comment est-ce que l'ONU procède pour protéger l'environnement et l'écosystème et s'il y a des actions qui sont mises en place au niveau international. Je connais pas très bien, honnêtement, cette échelle-là, parce que ça m'intéresse un peu moins. C'est tout à fait nécessaire aussi, hein, c'est juste que moi, c'est moins choisir mon essai combat. Et en ayant 24 ans de journée, je les ai mis ailleurs, là, récemment. Donc, je vais pas vous dire des trucs hyper précis. Je sais qu'ils font... je sais qu'il y a eu un procès récemment, là-dessus, on peut faire ça. Greta, avec... ils étaient 8, je crois, jeunes, qui ont porté plainte là-dessus. Enfin, qui ont porté plainte, en gros, avec c'était sur le droit de l'enfant, en disant,
vous ne nous permettez pas d'avoir accès à un monde, ils se sont imposés sur le droit international pour dire le crime, en gros, général que vous commettez contre l'humanité votre inaction face au dérèglement climatique est un crime, quelque part, contre le reste de l'humanité, donc met en péril l'avenir des enfants. Ils se sont appuyés sur des structures internationales. Donc ça peut permettre ça. Ça peut permettre une coopération. La coopération internationale peut permettre des accords, typiquement ceux des COP. Le problème de tous ces trucs-là, de tous ces, que ce soit les SDG, tout ça, le problème de ça, c'est que c'est très rarement contraignant. Et donc du coup, c'est super de faire des bonnes intentions, mais à un moment donné, si personne ne les respecte jamais, je veux dire, on s'en fout, quoi. Ça ne crée rien dans le concret, ça ne crée rien dans le réel. Donc tout ça est super important. Et en même temps, malheureusement, je ne vois pas des preuves comme quoi ça aurait, de manière hyper drastique, changé les choses. Il y a quelques contre-exemples où ça peut marcher. Typiquement, quand il y avait le trou dans la couche d'ozone il y a quelques années, c'était les gaz CHF, ce qu'on appelle, et d'autres, qui faisaient ça. Et donc, il y a des accords internationaux pour dire on va interdire ces gaz-là, qui étaient principalement dans les réfrigérants, pour arrêter le trou dans la couche d'ozone parce que c'est dangereux. Et donc, ça a permis, cette coopération internationale a permis d'avoir un impact très concret parce qu'il s'est résorbé. Donc, ça peut avoir une action. Le problème pour moi, c'est que ces structures-là ne sont pas contraignantes et que donc, du coup, aujourd'hui, ça a plus valeur d'inspiration, pas totalement inutile, mais quand même très peu concrète, quoi. Alors, si on continue sur les questions, donc je vais en associer deux questions. Donc, il y a une première question qui était, alors, quels sont les impacts, toi, des actions que tu as mis en place? Voilà, est-ce que tu as pu mesurer les différents impacts de tes différentes actions? Et est-ce que tu as su rallier des personnes politiques ou du monde économique ou des grands décisionnaires à ta cause et à tes actions? Comment mesurer l'impact de mes actions? C'est toujours une question, c'est marrant, parce que on ne peut pas faire comme j'apprends à faire des mesures d'impact dans mes cours en ce moment l'année dernière. On ne peut pas faire pareil, on ne peut pas avoir, je veux dire, c'est très difficile de concrètement savoir, à part pour deux raisons, parce que souvent, quand il y a des gens qui me disent, oh là là, je reçois des messages de gens qui me disent, ou des gens dans la rue et tout, qui me disent, oh là là, mais merci, grâce à toi, j'ai changé de job, je suis devenue boulanger en permaculture, j'en sais rien. Ou grâce à toi, d'un coup, ma mère, elle est végétarienne, ou je sais pas quoi. C'est pas vrai, c'est-à-dire que ça me fait très plaisir, mais au fond, c'est pas moi. Je veux dire, j'ai juste été là au moment, le dernier moment de sa prise d'engagement, mais c'est des années de petites piques par-ci par-là, de petites prises de conscience qui ont fait qu'on bascule dans un truc. Donc, en fait, au fond, c'est pas concrètement, je peux pas le mesurer comme ça. Et à l'inverse, des gens qui sont extrêmement réfractaires au début, typiquement avec l'élève, il y a pas mal de gens qui du coup étaient en mode ils se foutent de ma gueule et tout, et qui, là, ça fait plus d'un an, qui, un an après, viennent nous voir en mode en fait, en interne, ça a quand même bousculé. Sur le moment, ok, j'étais pas chaud, mais ça m'a interlocuté, ça m'a interloqué. Et je me suis posé des questions et je me suis renseignée, et depuis maintenant, j'en suis là. Donc en fait, c'est une question, c'est sur le temps long, et on n'est qu'une petite partie d'un maillon géant d'impact. Donc c'est très dur de mesurer quel est mon impact très précisément à quel il tienne. Je m'en fiche, je veux dire, tant pis, je n'ai pas besoin nécessairement de savoir quel impact ça a, je fais le maximum en voulant avoir un impact, bien sûr, je ne fais pas les choses pour la beauté du geste, j'essaie de faire ce qui marche le mieux. C'est plus cette question, elle se pose plutôt pour savoir quelle action est la plus efficace. Comme je pense encore une fois qu'il n'y a pas une seule action efficace, et ça réduit, ça répond vite à la question, mais après je vois bien en effet par exemple entre les mails ou les tags sur les réseaux sociaux, quand on parle de députés, qu'est-ce qui marche le mieux, j'arrive à maintenant de plus en plus savoir comment, en fonction de quel, typiquement, exemple très concret, si on parle des décideurs politiques, j'arrive à savoir si je m'adresse à un ministre parce que c'est lui qui veut bloquer une loi, à des députés ou à des maires, ce sera pas la même stratégie. Parce que je vais savoir que les députés, ce qui les embête le plus, c'est quand on va à leur permanence. Ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, je l'ai appris grâce à l'Assemblée. Ils m'ont dit, je demandais à ceux qui étaient alliés, dans le sens à ceux qui se battaient pour un truc ambitieux, en disant, comment est-ce qu'on peut vous embêter le plus? Qu'est-ce qui, quand on est député, est le plus chiant? Est-ce que c'est un mail d'inconnu, ou est-ce que c'est des milliers de mails, ou est-ce que c'est quand il y a 10 personnes qui vont toquer à votre permanence sur votre territoire? Ils disent, c'est le territoire, parce que même s'il y en a moins de gens, quelque part, c'est physique, et puis c'est nos électeurs directs. Alors que les milliers de mails, c'est pas nous qui les lisons, c'est nos assistantes, ou du coup, disent juste, disons, il y a quelques mails, mais voilà. Donc, ça, maintenant, j'arrive plutôt à me rendre compte de ce genre de choses, et je les apprends tous les jours, quoi.
Alors, dans notre question qui permet d'aller un petit peu plus loin sur cet aspect-là, est-ce que tu utilises des outils particuliers pour suivre tes projets et tes relations professionnelles qui pourraient servir à tous? Et donc, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre en pratique aussi nos étudiants dans le cadre de leurs projets, si, comme toi, ils veulent mettre en place des projets qui auraient un impact. Voilà, est-ce que tu as des outils qui permettraient de les aider là-dedans? Moi, je ne suis pas la meilleure pour ça parce que je suis assez peu organisée, donc ça concrètement non. Mais par contre, je sais qu'il y a des trucs qui existent. Là, je parlais avant avec Enactus, dont je connais depuis pas longtemps, donc je ne vais pas vous dire à quel point c'est formidable, mais juste, ça a l'air assez chouette. Enfin, j'avais fait une conférence pour eux. Et ils ont l'air d'accompagner aussi pas mal de gens qui ont une idée de projet pour que ça aboutisse. Donc ça, c'est assez cool. Make Sense fait ça aussi. Ça permet d'être pas tout seul. Greenpeace, je vous disais, a lancé cette plateforme-là. Donc ça, c'est cool. Je crois que ça s'appelle Greenbox. Allez checker. Ils proposent un site de pétition. Ils proposent des méthodologies d'action. Ça, c'est bien parce que ça aide aussi quand on a une idée à pas être complètement seul. Après, suivre votre intuition. Enfin, je veux dire, tout est à inventer. Enfin, il n'y a pas... moi, je fais beaucoup du freestyle. Il y a des choses qui ne marchent pas. Je pensais que ça allait cartonner. D'autres, bah, il y a plein de gens qui nous suivent et qui sont embarqués et qui ont envie. Alors qu'au début, je m'étais dit, bon, bah, c'était plus une vanne, quoi. Donc, quelque part, écoutez-vous, essayez de tenter des choses, n'ayez pas peur de rater. Et c'est ça le meilleur outil, en fait, c'est de se faire confiance, je pense. Écoute, je te remercie. Alors, on n'a pas d'autres questions. On a fait un bon petit résumé des questions qu'il y a eu juste avant. Moi, pour clôturer sur une partie positive, je voudrais savoir, il y a eu plein de positifs dans ce que tu as dit. C'est très enthousiasmant et ça apporte, moi, je trouve, pour la jeunesse, vraiment plein d'idées, de l'envie d'agir et ce côté optimisme, il y a des questions qui étaient posées par rapport à ça. Et je pense que tu as su montrer que oui, il faut rester optimiste, qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire et on peut tout à fait évoluer dans le bon sens. Et moi, je voudrais savoir par rapport aux expériences là, que tu as vécues ces dernières années ou aux rencontres que tu as pu faire, quelle a été alors soit l'expérience, soit la rencontre la plus marquante pour toi ces dernières années? Très bonne question. La rencontre la plus marquante pour moi, je pense que c'est dur à dire vraiment laquelle, si on choisit comme ça, mais les rencontres avec des scientifiques, souvent ça m'a quand même bien bousculé. Là, récemment j'ai eu une rencontre qui m'a bien bousculé. C'est celle avec c'est une rencontre virtuelle, celle-là, mais c'était avec j'avais fait un live en Colombie, il y avait eu il y a toujours d'ailleurs, mais pas mal de complications avec la police parce qu'ils se battaient pour une taxe en gros qui pesait sur les plus pauvres, qui empêchait plein de gens d'avoir accès à la nourriture et à l'eau, donc c'était quand même un truc assez basique et pour la démocratie. Et c'était une jeune fille qui m'a écrit comme ça sur Instagram, qui avait mon âge, qui était photographe, qui parlait français parce qu'elle avait étudié en France, qui vivait à Cali. Et on a échangé ensemble 1 heure, c'est toujours en dispo sur mon Instagram. Comme c'était une promo, je m'en fous, je ne gagnerai pas du tout d'avance si vous regardez. Et en fait, ça m'a énormément touchée parce que cette fille me racontait qu'en fait, on se ressemblait vachement. Enfin, je m'identifiais vachement à elle. On avait un parcours un peu similaire, on était jeunes, etc., étudiante et tout. Et elle, en faisant ce que je faisais, c'est-à-dire d'aller manifester dans la rue pacifiquement, elle risquait sa vie, quoi. C'est-à-dire qu'elle avait des amis qui s'étaient fait tirer dessus. La police était extrêmement violente. Et du coup, je me suis dit, ok, nous, c'est pas toujours facile d'être activiste en France. Parce qu'on se prend, moi je prends beaucoup de haters et de jugements, d'anciens potes de promo et trucs comme ça. Et des fois, ça me fatigue et c'est chiant, très concrètement. Mais c'est rien. Enfin, je veux dire, contrairement, la fille, elle risque sa vie pour la même chose que moi. Et donc, en fait, nous, sachant qu'on a quand même une démocratie où on a la possibilité, même si c'est pas toujours fun et il y a beaucoup de violences policières, bien évidemment, je ne renie pas ça. Mais en termes de proportion, je me suis dit, punaise, on a quand même un devoir, quoi. Si on a cette possibilité-là de prendre moins de risques, il faut qu'on agisse d'autant plus et qu'on soit d'autant plus nombreux à le faire. Donc ça m'a bien boosté. Ouais. C'est un bel exemple, tout à fait. Eh bien, Camille, je te remercie beaucoup pour cet échange. Je pense que ce sera inspirant pour nos étudiants, pour des futurs étudiants, en tout cas pour la jeunesse. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver très bientôt pour un autre événement. Et puis, on te souhaite aussi une belle expérience pour ton voyage
en voilier, là, ces prochaines semaines, parce que le départ est prévu pour bientôt, c'est ça? Exactement, le 17, tout va bien, si on a la bonne météo. Bon, eh bien, alors, on te souhaite un beau départ et une belle expérience sur la mer cette fois-ci. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cet échange. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions par la suite, on reste bien évidemment disponible. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et une belle semaine également. Au revoir à tous.